Alors, notre invité ce matin, on va le garder jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura José Soucy, bien sûr, pour les grands titres de l'actualité. Mais on va jaser avec Jean-François Lachance, qui est d'abord président de UMA 17, ce bateau qui sauve des vies. Je pense qu'on va pouvoir en parler dans quelques instants. Mais aussi, on va parler en deuxième partie, parce qu'on va se tutoyer, parce qu'on se connaît quand même très bien. Tu es président également de l'ATR, qu'on n'entend pas parler beaucoup. Sauf là, quand il y a des prix à remettre, là, parce que chaque année, il y a cette grande soirée des prix reconnaissance du tourisme là, dans la région. C'est l'Association touristique régionale, l'ATR, dont tu es président. Exact. Jean-François Lachance, bonjour. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Ça va bien? C'est un beau matin. Oui. Tu parlais de recharger les batteries avant qu'on entre en onde, parce que, bon, on le sait, tu es capitaine sur la Chance 3. Qui fait la navette, les croisières entre Berthier et Grosse-Île. Et là, tu es en congé ou en vacances depuis le mois d'octobre? On est rarement en vacances, la famille chez nous. Là. Je pense que tu nous connais assez pour savoir que des vacances, oui, c'est le fun, mais à un moment donné, on a toujours de la misère à s'arrêter. Puis comme tu l'as dit, on a des étés intenses, moi et mon frère Dominique, parce qu'on a le Vent des Îles puis la Chance 3, mais on est deux capitaines. Même si on a encore des bons remplaçants de temps en temps, comme mon père François qui nous donne une chance, mais ça reste que c'est super intense. De mai à octobre, on peut dire qu'on n'a pas de vie. Fait que maintenant, en vieillissant, je comprends qu'à un moment donné, il faut recharger les batteries. Fait que l'hiver, maintenant, j'essaie de m'amuser, de faire des choses, mais que j'ai du plaisir à faire. Parce que sinon, les batteries, on ne les recharge pas, on n'a pas de plaisir, puis on arrive pour donner un 100% de notre entreprise, où ce qu'on veut que les clients qui arrivent chez nous aux croisières, on a un effet wow. On a 98% de satisfaction de clientèle chez nous depuis des années. On veut le maintenir. Puis s'il faut le maintenir, il faut que les capitaines soient de bonne humeur. Il y a eu mariage il y a quelques années de ça avec AML. Comment ça se passe, ça va très bien. Avec Croisière Lachance et AML? Ça va très bien parce que, je veux dire, il n'y a rien qui a changé, en fait, dans ce qui paraît. Je veux dire, c'était pour permettre aussi, surtout à mon père François, d'avoir une retraite décente, parce qu'au Québec, il faut se le dire, c'est pas évident de faire des transitions familiales. On aurait pour faire une émission juste là-dessus, mais pour faire une histoire courte, ça l'a permis à mon père de se retirer. Et puis moi et Dominique, de permettre de continuer d'opérer l'entreprise. Et puis Yann Hamel, qui est notre partner, je veux dire, lui, je pense que c'est un match parfait. On a du succès depuis les 6 dernières années. On est en développement, puis ça va bien. Puis écoute, avec Parc Canada, avec Grosse-Île, on a des belles choses qui s'en viennent. On en a fait des belles. Il y a beaucoup de nouveaux sur Grosse-Île, soit dit en passant. Quelqu'un qui a découvert Grosse-Île il y a environ 10 ans ou même 5 ans, s'il revient, il va s'apercevoir que ça a changé beaucoup. Fait qu'on a des excellents partenaires avec Parc Canada. Fait que ça nous permet là, de faire du beau développement. Puis on a refait une beauté au Vent des Îles l'an passé. On a investi plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire un nouveau partenariat avec le Château Frontenac, qui était château sur l'eau. Alors, c'est le seul bateau VIP dans ce type-là à Québec. Et puis, soit dit en passant, ce bateau-là, des bateaux, ça navigue. Mais ce bateau-là, à 90 % de son temps, il est ici dans la région. Alors, un petit message en passant, pour toutes les entreprises ou événements que vous voulez faire, on a un bateau qui est unique à Québec. Alors, avec une salle qui est capable de se transformer. Alors, on a des bons restaurateurs, des bons traiteurs dans le coin. Alors, il n'y a pas juste... Le bateau n'est pas attitré uniquement au Château Frontenac. On peut faire des belles choses dans le coin. Et puis, un bateau, ça se déplace. Fait que c'est ça la beauté de la chose. Donc, ça a amené que du positif, ce mariage-là des deux entreprises? J'ai pas vraiment de négatif à dire. Là. Vraiment, ça navigue bien, pour reprendre un terme que je suis à l'aise. Si on laisse le capitaine de bateau, et maintenant, on parle, parce que tu as plusieurs chapeaux, là, on va en parler aujourd'hui. Tu as le chapeau d'être président de UMA 17. Oui. C'est quoi ça, UMA 17? Écoute, ça, on avait fait ça à l'époque en collaboration avec mon père. C'est une embarcation. 17 UMA, c'est un titre que j'ai pas le choix de lui donner. J'ai fait un concours interne dans la famille chez nous, puis également avec des amis. Ça prenait un nom pour le commercialiser et l'approuver. Alors, ça veut dire espoir en Inuktitut, en langage inuit. Alors, je trouvais ça super. Puis c'est à propos, c'est une embarcation qui se spécialise dans le sauvetage, qui se démarque, en fait, dans le sauvetage glace. Mais pourquoi 17? 17 pieds.
Alors, OK. ça a 17 pieds. Alors, ben mon père, s'il n'avait pas été là, ça n'existerait pas non plus. Parce que François, mon père, c'est un pionnier dans plusieurs domaines, mais il faut dire que la UMA 17, c'est un maillage entre le canot à glace et nos modèles d'embarcation qui sont des coques Lachance, qui sont particulières un peu au Québec. Alors, mon père, lui, souvent, on allait très jeune dans les îles. Alors, lorsqu'il y avait un vieux canot à glace, ben, on coupait l'arrière. On le modifiait pour mettre un hors-bord pour traverser dans les îles. Fait que quand il y a de l'eau, bien, ça nous permettait de traverser à effectif réduit, à 2 ou 3 ou parfois 4. Sauf qu'un canot à glace, bien, c'est pas sécuritaire lorsqu'il n'y a plus de glace. Il se fait des breaks de glace, donc il y a plus d'eau. À la vague, c'est très dangereux, un canot à glace à la vague. Fait que donc, c'est arrivé des fois qu'on a traversé à l'île, mais qu'on n'est pas retraversé. Il fallait attendre que la température se calme, que Dame Nature nous donne l'opportunité de retraverser, ça arrive. Parce que c'était trop dangereux. Ah oui, définitivement. Fait que quand il a vu ça, puis aussi, il avait fait plusieurs sauvetages à l'époque. Puis à l'époque, ben, le seul outil qu'on avait, nous, dans la région, ben, c'était un canot à glace ou un canot à glace coupé pour aller chercher des gens en difficulté quand il y avait bien entendu, présence de glace. Fait que mon père, lui, voulait faire de quoi de sécuritaire. Fait qu'on a travaillé durant plusieurs années à mixer la bonne recette, comme les canots à glace. Donc, une recette qui est très, très résistante, mais en même temps qui nous permet d'avoir une embarcation très légère. Alors, bien ça, à ce moment-là, on a fait le mariage des deux, mais ça a duré plusieurs années. Puis quand on l'a mis au monde, ben écoute, François, étant rendu probablement dans des âges jusqu'à un moment donné, comme moi, je commence à penser choisir ce que je veux faire, il tentait plus ou moins de la commercialiser. Mais moi, avec le temps qu'on a mis, puis j'avais le goût de le faire, c'est certain qu'avec du recul aujourd'hui, je le ferais peut-être différemment parce que ça a été beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures, beaucoup de sous. Mais le résultat qu'on a aujourd'hui, maintenant, ben, je suis vraiment heureux de ça. Parce que ce qu'on voulait faire, puis ce que mon père voulait, c'était d'être capable maintenant d'avoir un outil en conditions hivernales de pouvoir sauver des vies, ce qu'on n'avait jamais eu auparavant. Les utilisateurs l'appellent la Formule 1 du sauvetage sur glace et nautique, puis c'est le cas. C'est très, très rapide, très sécuritaire. Et puis, ben, maintenant, ben, on peut l'utiliser à différentes fins pour le travail également. Mais la coque, comment... Moi, ce qui m'impressionne, ou ce qui m'interpelle, c'est la coque, c'est fabriqué comment pour pas que... Parce qu'avec les glaces, ça peut se briser. Probablement ce qui arrivait avec le canot à glace. Définitivement. C'est une très, très bonne question que tu poses là. C'est ce que, d'ailleurs, la plupart des spécialistes même se posent. Nous, à l'époque, on a un ami de la famille qui est un architecte qui a été à Transport Canada longtemps. Et puis, lui, écoute, lorsque la UMA 17 est venue au monde, il dit, les gars, il dit, vous seriez venus me voir en tant qu'architecte naval, vous m'auriez dit que vous vouliez une embarcation qui était légère, résistante et capable d'affronter la glace. Je vous aurais dit, ça n'existe pas, ce ne sera pas possible. Parce que la mentalité en navigation, c'est d'avoir une embarcation solide pour briser la glace, comme un brise-glace, en fait, et embarquer sur la glace puis la briser. De penser avoir une embarcation qui est capable de supporter l'impact, d'être capable de monter sur les glaces, de naviguer à l'eau libre très facilement, avec très peu d'effectifs, bien, ça ne s'était pas vu. Alors, bien, nous, comme on n'est pas tout à fait standard, bien, on s'est entêté à vouloir amener ça parce qu'on avait réussi avec le canot à glace à amener ces matériaux-là et tout ce qui était rigidité, légèreté, on l'avait avec le canot à glace. Mais une embarcation avec beaucoup plus de volume, comme nos embarcations d'été. Parce que c'est quand même assez gros, là. 17 pieds, 6 pieds de large. C'est quoi? Combien? 6 pieds de large? 6 pieds de large. C'est une capacité de 5 personnes avec une capacité de charge qui est beaucoup plus grande. C'est certain que, ben, on voit des images d'époque, c'est quand même agréable parce qu'à l'époque, c'était ça, là. À l'époque, on traversait dans les îles, on mettait du freight, on avait des battures immenses à souvent, je regarde les battures qui ont souvent 10, 12, 15 pieds de haut. Fait que ça prenait une embarcation qui était capable d'être très résistante. Puis d'avoir marié tout ça bien, avec François, bien, je trouve ça le fun pour mon père, c'est qu'il avait cette idée-là en tête, de vraiment arriver de faire une embarcation qui serait sécuritaire si c'était à l'eau claire et capable de faire dans la glace ce que le canot à glace faisait. C'est ce qu'on a réussi à faire avec nombre d'années, à essayer, essai et erreur avec les canots à glace, les différents matériaux. Puis après, bien là, l'autre côté que je savais pas dans quel bateau je m'embarquais pour s'en faire de jeu de mots. Tu sais dans quel bateau? Le commercialiser puis le faire avancer. Oui, c'est toujours agréable de créer des choses, mais de les maintenir puis de les amener à un autre niveau, c'est toujours ça aussi qui est la mission qui est souvent la plus difficile. Et en terrain inconnu, c'est encore pire.
D'abord, il est fabriqué où? Bien, à l'époque, on les faisait ici. C'est certain, on avait des moules. À Montmagny? Oui, on a fait ça au départ ici. Sauf que c'est pas du fibre de verre conventionnel, là. Tout le monde a un beau-frère ou un chum qui dit « Moi, je connais ça, le fibre de verre, j'en ai fait. » On n'est pas là. Là, on est dans un autre niveau. C'est une conception qui est sous vide. Donc, tous les toiles, puis c'est des toiles particulières. C'est des toiles avec de la fibre de carbone. Il y a déjà eu le Kevlar, qui était vraiment très résistant, qui empêchait justement les déchirures ou les cassures. On l'a remplacé par un matériel qui est aussi performant, mais qui amène des propriétés plus intéressantes, qui est l'Inegra. Alors, c'est tous des toiles qui sont placées dans le moule. La résine est injectée dans différents endroits dans le moule. Par la suite, on amène un contre-moule et on tire, on aspire le surplus de résine. Parce que ce qui fait qu'une conception comme ça, avec des toiles et de la résine, soit de fibre de verre ou d'époxy ou autre, c'est vraiment le ratio toile et résine qu'il faut qu'il soit à point. S'il y en a trop, bien, tu n'es pas optimal, tu as trop de poids, alors bien là, tu ne seras pas optimal pour ta conception. Donc, c'est pour ça qu'on a un principe comme ça. C'est un peu comme l'aéronautique. Donc, on va chercher le maximum de ratio des matériaux pour avoir un poids qui est le minimal possible, mais d'avoir également une embarcation qui est vraiment résistante, là. C'est le maillon faible un peu de la UMA 17 pour un entrepreneur. C'est que c'est certain que moi, lorsque j'en vends des services de ville moyenne, bien, probablement que je ne les en revendrai pas parce que ça va durer 15, 20, peut-être 25 ans. Alors, c'est malheureusement. Donc, il est fabriqué où? À Neuville. Alors, maintenant, j'ai une gang, c'est eux qui font les moules de canot à glace. Je les ai rencontrés un petit peu plus tard dans l'échéance du produit. Et puis, quand on s'est rencontrés, on a vraiment fait des avancées là, incroyables avec cette gang-là. Là. Puis là, j'essaie un nouveau modèle. Pourquoi Neuville? Bien, c'est parce qu'ils sont basés là, eux. La shop est à Neuville, fait que moi, j'ai amené les moules là-bas, c'est beaucoup plus facile. Tout ce qui est assemblage, essai, tout ce qui est essai, c'est encore moi qui fais ça. Alors moi, je m'occupe de l'administration, des démos, parce que la UMA 17 va se vendre le plus facilement, c'est lorsque j'embarque des gens dedans, ils sont impressionnés et c'est là que la vente se fait parce que c'est là qu'ils se rendent compte que c'est réel. Parce que souvent, il y a des gens là, que lorsque j'allais faire des démos qui ont déjà pensé que lorsqu'on faisait des démos comme ça, bien que l'embarcation, après une ou deux fois, était scrap, c'était fini. Ben non, c'est durable. Moi, là, j'essaie la 3e génération d'embarcation avec une recette différente, puis on fait toujours des modifications parce qu'on continue d'avancer. Puis là, c'est la version 3.0 là, que je suis en train d'essayer présentement, là, comme je travaille avec, puis je fais des démos avec. Les acheteurs, c'est qui achète ça? Les services incendie. Moi, je ne peux pas acheter un UMA 17. Ben, tu pourrais, si tu veux. Oui? Ben oui. Ben, écoute, si tu veux devancer ta saison de pêche ou la retarder, c'est comme ça pourrait être un outil agréable. Mais on s'entend que c'est toujours par rapport aux conditions. Là. C'est pas une chaloupe. Là. Non, exact. C'est un important outil de le mentionner. Là. Non, mais oui, parce que souvent, moi, je me fais corriger, puis je me faisais corriger par les gens, dire non, Jean-François, c'est pas une chaloupe. C'est un outil spécialisé. Parce qu'on regarde ça, on regarde l'image, on dirait que c'est une chaloupe, mais c'est pas une chaloupe. C'est une belle embarcation, mais effectivement, c'est plus que ça. C'est très résistant. Quand on regarde ça... oui. Bon. Il y en a plusieurs qui me voient me promener l'hiver, d'ailleurs, puis ils se demandent ce que je fais avec ça, parce que moi, là, je me promène rarement l'été avec, là, mais c'est l'hiver que je la sors. Fait que souvent, les gens me disent « Ah, tu vas serrer ta chaloupe ou tu vas la remiser pour l'hiver. » Non, moi, c'est là que je la sors. Là, cause exact. À cause des glaces. Exact. Mais là, ils me regardent comme un extraterrestre parce qu'ils se disent ça se peut pas, là, qu'ils se promener avec ça. Fait que c'est souvent ça qu'on vit. C'est de démontrer encore ce que ça peut faire et que c'est performant. Qui sont les potentiels acheteurs? Bien, j'ai beaucoup de services incendie. Heureusement, dans l'histoire, j'ai eu beaucoup de bons ambassadeurs parce qu'honnêtement, j'ai vécu aussi une rude réalité d'entrepreneur. C'est qu'un coup que j'ai eu terminé de passer les licences, le brevet, quand j'ai eu terminé, là, qu'on était prêt, là, bien, je suis allé m'asseoir avec une couple de gars d'affaires de la région, puis qui sont en affaires depuis un bout, puis... Qu'est-ce qu'on fait après? Là? J'ai un produit unique. C'est super, Jean-François, que tu aies un produit unique comme ça. Mais il va falloir que tu mettes au moins 5 fois le montant que tu as à peu près mis pour la mise en marché. Oh, là, j'ai désenchanté parce que c'est sûr qu'avec toute l'énergie, tout ce qu'on avait mis, quand je tirais le tiroir, là, il n'y en avait plus. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris mon embarcation, j'ai fait des téléphones, des services incendies, des spécialistes, puis j'allais faire des démos. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé les bonnes personnes, les bons ambassadeurs, dont Montréal, qui ont été mon
mon premier gros client et ambassadeur. La ville? Oui, la Ville de Montréal en ont 7 tout le tour de l'île, et puis ils en sont le deuxième génération. Là. Fait que c'est les seuls que j'ai remplacés du UMA 17 à venir jusqu'à date, là, parce que, justement, eux l'utilisent. Ils font 200 sorties par UMA, par caserne, l'hiver. 200 sorties d'entraînement et de cas. Il y a des fois que j'en entends pas parler. Il y a des fois qu'ils sauvent des gens. Mais j'en entends pas toujours parler. J'en entends par la bande un peu. Mais... 200 sorties par UMA, il y en a combien? Il y en a 7. OK. 1400 sorties par année? Ouais. Par hiver? Oui. Parce que c'est surtout l'hiver. Exact. Fait que c'est vraiment un service qu'ils l'utilisent et qui en sont fiers, parce que moi, j'en suis fier aussi, parce que Montréal, c'est quand même pas une ville que tu peux revirer de côté facilement. Puis dans le sauvetage nautique et sur glace, lorsqu'on l'a mis en place en 2005-2006, ils ont toutes sorti ce qu'il y avait dans les casernes pour le sauvetage nautique glace, et ils n'ont conservé que la UMA 17. C'était vraiment agréable pour moi là, d'entendre ça. Là. Des pompiers fiers de servir, qui n'avaient aucune idée de la famille, du grand-père, puis d'où ça partait. Moi, quand je rentrais dans les casernes là-bas, ils disaient « Wow, c'est vous l'inventeur de la UMA 17 ». Pas tout à fait. Mon grand-père était là avant moi, puis ma grand-mère aussi. Fait que quand je vous explique l'histoire, eux autres, ils disent quelle sorte de famille que c'était. T'sais... Mais le nom des Lachance est quand même connu au Québec. Là. Encore Carnaval de Québec avec la course des canots. Ça fait longtemps qu'on entend parler des Lachance. C'est pas d'hier. Alors, le fait que ce soit Lachance qui vendent ou qui offre ce produit-là, ça donne une petite chance. Oui et non. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans le temps de Montréal, Michel, là... avec les années, malheureusement, il y a des choses du folklore où il y a des choses, malheureusement, qui se perdent. Ça, c'est une rude réalité pour à peu près tout. C'est décevant. Mais honnêtement, là, je dois t'avouer que quand je faisais le tour des casernes à Montréal, là, il n'y avait pas grand gars qui était au courant du folklore des Lachance. Là, t'sais. Fait que pour eux, c'était un outil qui était qui tombait du ciel, là, qui était... impensable. Là. Fait que l'inventeur de ça, là, dans le fond, l'inventeur, c'est mes ancêtres, puis c'est mon peuple. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Puis c'est grâce à ça que ça existe maintenant. Jean-François, récemment encore, à Sorel, tu peux me raconter ça? Là? Il y a eu un sauvetage qui a été fait avec le UMA 17? Dans la dernière semaine, ça a été un peu émotif, je te dirais, parce que, tu sais, dans tout entrepreneur qui fait des projets, à un moment donné, on fait beaucoup de sacrifices. J'en ai fait beaucoup. Tu me disais que j'étais jeune encore à 48, mais oui, mais on arrive à un âge où on se rend compte où ce que la vie nous amène des réflexions, et on fait beaucoup de sacrifices familiales, beaucoup de sacrifices de sous. On se sacrifie nous-mêmes, des fois, sans le savoir. Alors, pour tout entrepreneur, rêve toujours d'avoir un minimum de succès pour ce qu'il va réaliser. Moi, j'ai réalisé la semaine passée là, que je vais être comblé. Je vais être comblé, Michel, parce que ce ne sera pas le but de devenir riche avec ce produit-là, parce que je le suis déjà, parce qu'on a sauvé au moins 4 à 5 vies, et juste dans la dernière semaine. Alors, pour moi, là, de ce produit-là, que mon père, que moi, que je l'ai continué, qu'on l'ait amené là, d'avoir sauvé, parce que qu'est-ce que ça vaut une vie? On en aurait sauvé seulement qu'une, puis je serais très satisfait. On en a sauvé au moins 4-5. Shawinigan, au mois de décembre, ont tout refait le système justement, ils ne croyaient pas au UMA 17, le gestionnaire en nautique. Je suis allé faire une démo. Ils en ont acquis une. À l'automne, ils ont passé l'hiver, et au printemps, ils sortaient tout ce qu'il y avait d'autres outils pour en commander une deuxième. En décembre, je dois être le deuxième téléphone que les pompiers ont fait. Ils ont sauvé une femme qui était tombée à l'eau, à travers les glaces. Fait qu'elle serait décédée, cette femme-là. Alors, on a sauvé cette vie-là. La semaine dernière, à Sorel, la fin de semaine dernière, pendant que moi, mon père, mes frères, on était tous pour la course de canot de l'île aux Coudes. Justement, on a vécu ce que j'expliquais tantôt. Il y a eu un break de glace, juste de l'eau. Le vent s'est levé en plein milieu de la course. Là, tu n'as pas d'avertissement. Alors, on était 3 UMA 17 sur le circuit. Pourquoi? Parce que l'île aux Coudes en a acquéri, ils se sont responsabilisés, mais on avait une compétition amicale. La première compétition amicale de UMA 17, on l'a faite le dimanche, lendemain de la course. Alors, mon père était là, mes frères, toute la famille était là, et on était dans des UMA 17 pour faire la sécurité. C'est une belle chance parce que, justement, le vent s'est levé en plein milieu de la course. On a pris la décision d'arrêter la course en plein milieu. Donc, le trajet, c'est l'île aux Coudes, Saint-Joseph-la-Rive, l'île aux Coudes. On a arrêté la majorité des canots à Saint-Joseph-la-Rive pour qu'ils reviennent avec le traversier. Mais il y a quand même quelques canots qui se sont échappés
avant ça. Alors donc, il y a un canot avec un manque d'expérience, comment naviguer, puis un peu de malchance, puis bien, ils ont rempli d'eau. Alors, on les a récupérés et on a ramené aussi le canot parce que ça nous permettait. Avec le Huma 17. Avec le Huma 17. Alors, on a sauvé au moins ces gens-là. Alors, ça fait plusieurs vies de sauver. Puis, il y a eu Sorel, le même week-end, le même dimanche, qui sont allés sauver 2 pêcheurs partis sur la banquise le même dimanche. Alors, écoute, dimanche soir, chez nous, j'étais un peu fatigué, j'étais émotif, puis je me suis dit, wow, je suis vraiment heureux qu'on ait pu sauver ces gens-là. C'était vraiment agréable. Ça se vend combien, un bateau comme ça? Bien, écoute, un Huma 17 va se détailler 30 000. Mais je veux dire, c'est comme je te dis, c'est un investissement qui en vaut la chandelle parce que, je veux dire, ça va être durable. Donc, moi, j'en revendrai pas à Shawinigan, j'en revendrai pas à Drummondville ni à Sherbrooke. Montréal, peut-être que dans le renouvellement, je suis capable de renouveler les embarcations, mais sinon... Est-ce que Montmagny en a un? Bien, récemment, je suis en train là, on finalise parce qu'on va les former dans les prochaines semaines. Puis c'est une belle fierté pour moi parce que depuis 2005, en tant qu'entrepreneur, quand tu es dans ta place, tu n'es jamais prophète en ton pays, là, mais à un moment donné, les téléphones sonnaient souvent chez nous pour faire des sauvetages parce qu'on a 2 rivières puis on a le fleuve. Mais ils ont été sensibilisés à ça, puis là, ben ils sont équipés. Puis moi, j'ai des bien plus grandes visions que ça. Moi, je suis quand même fier d'être Magny-Montois et d'avoir des belles choses chez nous. On a une belle caserne, on a des pompiers qui sont dynamiques, qui ont beaucoup de volonté. Bien, on a des belles salles à l'intérieur de cette caserne-là. Alors, pourquoi maintenant qu'on ne s'attaquerait pas au dossier formation et qu'on n'amènerait pas les gens des autres services pour les former ici chez nous sur la Huma 17? Est-ce que tu as fait la proposition à la Ville? Bien, je viens de la faire. Le maire... Alors, le maire nous regarde. Ben, c'est bien. Jean-François, on va s'arrêter quelques instants. Et là, on va enlever le chapeau du président du Huma 17 et on va te faire porter le chapeau du président de l'ATR, l'Association touristique régionale. Des choses intéressantes à jaser aussi du projet du centre multifonctionnel. Tu as une opinion là-dessus qu'on aimerait bien entendre. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire pour le sujet. Là. Je n'ai pas entendu parler, moi. Je suis au large. On garde Jean-François avec nous pour nous parler de l'Association touristique régionale dans quelques instants. Alors, notre invité, là, on va lui faire changer de chapeau, puis on va le présenter maintenant comme président de l'ATR, l'Association touristique régionale. C'est quoi exactement l'ATR? Bien, c'est une association touristique, comme dans toutes les régions qu'on peut avoir ça fait quoi? Au Québec. Parce qu'on n'entend pas parler beaucoup Ça, j'aime pas ça quand tu me dis ça. Là. Ouais, mais c'est pas normal. Je suis dans le monde des médias, puis on entend parler des offices du tourisme de notre région. Mais de l'Association touristique régionale, moins. Surtout que ça existe presque plus de 30 ans. Fait que ça commencerait, tu as le temps peut-être que... On connaît, on sait que ça existe, mais on n'entend pas ou peu parler de l'Association touristique régionale. Bien, c'est déplorable parce que le tourisme, en fait, justement, c'est qu'il faut se rallier. Puis ça, je vais donner un exemple très simple, c'est que tous les ATR peuvent vivre souvent ce même problème. C'est que sont gérés aussi souvent, les offices sont gérés souvent par les MRC, par les municipalités. J'ai rien contre ça. Mais comparativement à un ATR qui, eux, vont travailler pour le tourisme, alors tu le sais comme moi, quand tu vas en vacances, toi, tu ne voyages pas par MRC, hein? Tu voyages par produit, par région, puis où tu amènes ce que tu as le goût de voir. Ce que plusieurs, souvent, n'ont pas compris, alors c'est que les gardes de clocher, là, le touriste, lui, il n'en a rien à foutre. Excusez le terme. C'est qu'il voyage, il veut avoir du plaisir, il veut bien manger, il veut être bien logé, puis il veut combler son week-end, son forfait, sa semaine en ayant du plaisir et ramener des bons souvenirs. Alors, malheureusement, souvent, bien, pourquoi je trouve que ça ne travaille pas souvent assez en collaboration et c'est un service, l'ATR, que ça amène aux régions comme la nôtre, entre autres. Alors, je me dis, pourquoi on ne s'en sert pas? On a plusieurs spécialistes à l'ATR, que ce soit pour le web, puis on se démarque par rapport à beaucoup d'ATR en plus, parce qu'on en a des bonnes sommités. Côté promotionnel, marketing, on a accès à un paquet de services qu'on a seulement qu'à s'ouvrir pour s'en servir. Mais souvent, on pense, puis pas juste ici, là, on veut réinventer la roue, on veut faire un one-man show, on va être meilleur que l'autre. C'est la collaboration, puis c'est de travailler avec les gens qui sont déjà là. Puis surtout en tourisme, tu es encore plus fort. Plus tu réussis à tisser tes liens, plus le client va être content, va avoir un éventail de produits et de services,
plus tu as des chances qu'ils reviennent et plus tu vas avoir du volume également parce qu'il va le redire et redire et redire à d'autres. Alors, c'est pour ça que l'ATR a un paquet de services. La minute qu'on est membre avec un montant très dérisoire de quelques cent dollars, bien, on a accès à un paquet de services seulement et uniquement déjà en étant membre, en étant présent. Bon, tu viens de le mentionner, c'est qu'il faut être membre. Ça veut dire que les restaurants, les hôtels, tous ces établissements-là, sont membres de l'ATR. En général, peuvent être membres. Ici, est-ce que, sur la Côte-du-Sud, est-ce que tous les attraits touristiques sont membres de... La plupart, je te dirais qu'on est très, très fort du côté de l'ADR dans le membership. Sauf que le membership, c'est une chose, mais il faut que tu t'en serves. Alors, puis souvent, bien, ça demande une volonté et aussi une connaissance, puis se parler, la communication. Je n'ai pas besoin de t'expliquer comment ça marche, la communication. C'est ce que souvent qu'on n'a pas. Alors, et ça, c'est souvent à l'interne que le problème commence. C'est que, justement, on a des problèmes, on a des choses, puis au lieu d'aller vers les gens qui peuvent nous aider ou nous donner un coup de main, bien souvent, on aime mieux faire ça entre nous, puis souvent, bien, c'est pas la meilleure solution. Mais écoute, en étant membre de l'ATR, tu as accès. Tu peux également être plus fort parce que tu peux te rallier à des produits qui sont vendeurs, qui sont vedettes. Puis là, on a une nouvelle aussi, depuis 2 ans. On travaille sur une nouvelle forme de publicité puis de marketing du côté de l'ATR. On a un nouveau slogan qui est « À vivre pour vrai », parce que ce qui fait la force de Chaudière-Appalaches, c'est ces gens, c'est ces expériences, puis c'est souvent ça qu'on a. Bien, on a des différents ambassadeurs qui ont été pris dans différentes régions. Et puis l'ambassadeur dans la région, on en avait 2. On avait Edith Rousseau, on en a plusieurs aussi à l'extérieur. De l'île aux Grues. Edith Rousseau, puis mon frère... Très bonne ambassadrice, en passant. Puis mon frère Dominique, qui a été comme ambassadeur pour, justement, dans la région également. C'est une super belle campagne. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un peu ce que ça peut avoir de l'air, parce que de toute façon, vous allez voir que côté touristique, l'ATR Chaudière-Appalaches est très, très forte, parce que souvent, dans n'importe quelle recherche que vous allez faire, c'est souvent dans les premiers qui vont sortir, justement, alors pour différents produits touristiques de la région. Alors, on est vraiment fort. On a une bonne équipe qui est Louis, qui s'occupe principalement du côté web, mais on a une super équipe, un super directeur, un bon capitaine. Moi, si je suis encore président là, c'est parce que j'ai un bon capitaine qui s'occupe de tout ça. C'est une belle équipe. Alors, d'amener mon support, moi, là c'est... mais on n'est jamais prophète en son pays, je le répète encore, mais du moins à l'ATR, on a beaucoup de plaisir, puis c'est une belle équipe qui nous amène à plusieurs niveaux. Alors, on n'est pas juste là pour remettre les prix à chaque printemps. mais moi, c'est ce qui m'a marqué, parce qu'à chaque fois, mais je trouve ça correct de le faire aussi, parce que qui de mieux que l'ATR pour remettre des prix reconnaissance à des gens qui se démarquent dans le tourisme? Tu savais qu'on est une des seules ATR qui a conservé ce gala-là des Grands Prix du tourisme. Depuis que l'Alliance a été créée, puis avec certaines modifications, bien, plusieurs ATR avaient cessé de faire ce gala-là. Et nous, bien, c'est à la demande des membres qu'on l'a conservé. Parce que c'est une belle forme de reconnaissance, effectivement, comme tu le dis. Ça nous permet aussi de voir ce qui rayonne plus proche, parce que c'est certain que c'est pas toujours le but d'aller au national avec des prix, mais déjà de se connaître entre nous, ça facilite de connaître qu'on a des bons produits, des bonnes tables, parce qu'on se démarque avec ça, là. Beaucoup. On est choyé sur la Côte-du-Sud. On le sait pas. C'est ça que je déplore. C'est qu'on est choyé, on a des produits. Je parle de la Grosse-Île, là, parce que ça ne nous appartient pas, Croisière-la-Chance, la Grosse-Île. Mais c'est Parc Canada, ça nous appartient tous. C'est un parc national qui a un renom, puis qui est encore très peu connu. Alors, soyons-en fiers. Trouvons-nous nos produits vedettes, trouvons-nous, puis greffons-nous à ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être présent. Ces gens-là rentrent par milliers dans notre région. Bien, soyons juste agréables et accueillants, chaleureux, faisons ce qu'on fait le mieux, et puis ces gens-là bien, vont revenir, vont le dire à d'autres. C'est un peu ça, l'ATR. C'est juste d'agrandir un petit peu notre cercle pour être capable de faire venir le plus de gens possible dans notre région et on va en bénéficier tout le monde. OK. Mais pourquoi c'est tombé ailleurs? Parce que moi, je trouve ça important. Ce gala reconnaissance-là, moi, c'est... Bien, c'est beaucoup de sous, il faut se le dire. Tu sais, ça prend des bons commanditaires. Fait qu'on est souvent très chanceux parce que ça prend ça. À la base, c'est beau de dire que les gens veulent maintenir leur gala, mais il faut quand même avoir le moyen de se le payer. Mais avec tous les commanditaires qu'on a, avec le travail à l'ATR, et puis l'ATR va bien. Alors vraiment, on a un bon réseau de membres, on a des bons résultats avec également parce que la taxe sur l'hébergement nous permet aussi de remettre ces argents-là dans la région et de faire des beaux projets puis de continuer d'avancer. C'est pas juste le membership, bien entendu.
Il y a eu un projet qui a été récemment présenté par le conseil municipal de la ville de Montmagny, qui est un projet touristique, le centre multifonctionnel. Comme président de l'ATR, tu vois ça comment? D'abord, le projet, puis aussi, quand tu as le chapeau du président de l'Association touristique régionale, tu vois ça comment, ce projet-là, et tout ce qui se passe actuellement par rapport au projet qui... En tant que président de l'ATR, puis en tant que Manimontois, je vais faire un petit peu le parallèle. Je suis... Tu es d'abord un gars de la place, comme il dirait, là. Puis, un natif de la place. Je trouve que ça prend des projets, oui. Puis est-ce qu'on en a assez? Non, on n'a jamais assez de projets. La seule chose que je trouve un peu triste dans cette histoire-là, c'est comme Manimontois, c'est qu'on a oublié de se serrer les coudes et qu'on n'a pas le choix de se serrer les coudes lorsqu'on est rendu au niveau où ce que Montmagny est présentement. Montmagny, quand on va ailleurs, qu'on sort un peu, c'est là qu'on se rend compte à un moment donné que les gens regardent ce qui se passe. Que ce soit pour des nouvelles familles, que ce soit pour du tourisme, que ce soit pour n'importe qui qu'on veut avoir en visite, il faut avoir de l'air le fun, il faut avoir de l'air accueillant. Dans cette histoire-là, plusieurs manquent, parce que moi, je l'ai appris un peu sur le tas, parce que le projet, je ne le connaissais pas avant ça. Est-ce qu'on a été interpellé? Non. Est-ce que les gens pensaient que c'était bon de nous interpeller? Peut-être pas. Est-ce qu'on aurait pu aider? Peut-être. Mais moi, je pense qu'on aurait pu tous s'aider mieux que ça dans ce projet-là, parce que j'ai rien contre un projet. Faut des projets. Puis, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord pour un projet. Gardons ça chez nous. C'est bon, un bon estinage, une bonne prise de bec, une bonne discussion. C'est comme ça qu'on amène de quoi de constructif. Mais pas comme ça s'est passé. Ça, c'est triste. Moi, je pense que ce soit du côté municipal, peut-être qu'il y a eu des choses qu'on aurait voulu revoir, une façon de faire qui aurait été différente. Du côté de la Chambre de commerce, les commerces en tant que tels, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit tirer à boulet rouge sur quelqu'un pour vraiment... Est-ce qu'il faut trouver un coupable? Non. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution, puis il y en a des solutions. Mais il faut s'asseoir pour les trouver. Puis je trouve que touristiquement, oui, il y a des choses qui se peuvent. Est-ce que ce projet-là aurait pu être bonifié? Oui. Est-ce qu'il pourrait l'être encore? Oui. Il n'est jamais trop tard. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, vaut mieux être un gros village accueillant et dynamique qu'une petite ville dormante et qu'on passe à l'extérieur pour toujours se chicaner. Ça, c'est pas bon pour personne. Moi, je suis fier d'être Manimontois. Je suis fier de ce qu'on peut faire, mais je vais être encore plus fier de ce qu'on va pouvoir faire encore et léguer surtout à ceux qui s'en viennent ou ceux qu'on pourrait accueillir également. Parce que je pense pas qu'on peut se permettre de fermer les portes dans le moment à soit des nouveaux commerces, soit des nouvelles familles, soit des nouveaux arrivants. Au contraire. Puis ça, c'est pas ce genre de situation-là qui va nous aider à être accueillants et chaleureux et donner le goût aux gens de venir s'installer à Montmagny. C'est mon résumé. Tu as été conseiller municipal aussi. Dans une autre Donc, tu es à même de pouvoir constater que quand tu es assis autour de la table, ça prend des projets. Puis pourquoi être contre toujours des projets? On est contre pourquoi? C'est souvent ça que je me dis, moi. Pourquoi on est contre? OK, on peut l'analyser, on peut le regarder, mais... c'est souvent l'histoire du compte de taxes, on comprend aussi. Oui, mais le compte de taxes, là, il ne changera pas en 24 heures. Ni à la baisse, ni à la hausse. Ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qui va réussir à baisser le compte de taxes? C'est le volume de payeurs. Ça, je ne réinventerai pas la roue, là. Fait que ça, là, le nombre de payeurs, là, c'est pas justement en 1 an, 2 ans, malheureusement, qu'on va réussir à le faire. Mais c'est maintenant qu'on va décider si on veut le faire pour ceux qui vont rester, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Alors, c'est maintenant que ça commence. Puis ça commence en étant accueillant, puis en étant dynamique. Puis, il ne faut pas non plus brûler les étapes. Il ne faut pas faire des choses puis des projets grandioses puis rêver du gros projet tout le temps. C'est un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Mais il faut commencer par se tenir, se serrer les coudes, se parler, puis ça commence à être maintenant dans différentes sphères. Je suis président à l'ATR dans mon domaine, touristiquement parlant. Alors, je pense que ça commence à être le temps qu'on le fasse, qu'on se parle, qu'on trouve nos forces. Et c'est la même chose dans des projets comme le centre d'immigration, comme le centre multifonctionnel qu'on veut faire. Oui, il y a... Le centre sportif, là. Le centre sportif. Il y a toute possibilité de faire ces choses-là. Mais on ne le fera pas à un organisme, à un individu.
on va le réaliser en gang. Ça, c'est une rude réalité qu'on a, là. C'est une équipe. On est condamné à perdre ou gagner ensemble. Fait que ça commencerait tout le temps qu'on puisse se réveiller pour le faire. Est-ce que ça peut affecter le tourisme? Comme président de l'ATR, là, si on se place comme président de l'ATR, est-ce que la perception de ce qui s'est passé récemment peut nous avoir affecté? Bien, moi, quand j'arrive à un CA, c'est certain qu'ils vont m'agacer en me disant, bon, ben c'est quoi la chicane que vous avez dans le moment? Parce que souvent, en plus, moi, quand je suis à l'ATR, là, ils nous jalousent, la Côte-du-Sud, ici, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Berthier. Ils nous jalousent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Entre autres, la Beauce. Je vais faire un parallèle. On a le fleuve, on a des îles, on a des forces, là, déjà des produits bruts qu'eux n'ont pas. Alors, eux, là, dans le tête, parce que la Beauce, c'est des gens travaillants, c'est des gens qui sont unis malgré... J'ai pas dit qu'ils chicanaient pas, mais ils chicanent entre eux autres. Dans les portes, ils ferment les portes, ils règlent leurs affaires, puis après, par contre, ils sont fiers d'être Beaucerons. Bien, c'est un peu ce que j'admire. C'est que nous, ici, c'est la même chose. Ils nous jalousent parce qu'on a des produits qui sont faciles. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'en être fiers, de les faire rayonner et d'en greffer d'autres à ça. C'est tout ce qu'on a à faire pour avoir le succès. Alors qu'eux ont à travailler souvent 10 fois plus fort. Je vais reprendre l'exemple du Miller Zoo. Là. Avez-vous vu tout le succès que ça a pu avoir? Ça a été une traînée de poudre. Alors là, il y a des projets d'hôtels qui vont se greffer à ça, des projets de restaurants. C'est des milliers et des milliers de personnes. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est des gens qui ont cru à un projet qui était un projet de fou au départ, puis qui n'a pas éclos là, comme ça, là, en claquant des doigts. Là. Il y a eu des ostinages, des prises de bec, puis il y a eu de l'entêtement également des gens qui ont cru. Mais par la suite, c'est-tu pas un beau success story, cette affaire-là? Bien, c'est des gens qui se sont ralliés, qui ont travaillé le produit, qui ont probablement fermé les portes, se sont estinés un petit peu, ils ont eu des discussions. Mais à l'autre bout de l'année... C'est tout à fait normal aussi. Là. Bien, ça prend ça. Il y a des dissensions, moi je comprends ça. Mais c'est toujours l'image que l'on reflète parce qu'il y a eu des reportages sur Radio-Canada. On était radio national. La perception. Et la perception, bien, nous autres, on ne la sait pas, mais comment les gens nous perçoivent? Bien, moi, c'est important. Parce que je côtoie des gens de l'extérieur, puis c'est pas vrai que ça n'a pas d'impact. Puis, touristiquement parlant, je ne peux pas dire que ça a un impact majeur, mais moi, je pense que ça a toujours un impact parce que parlez-en en mal, parlez-en en bien, oui et non. Moi, j'aime mieux quand on en parle en bien, c'est toujours plus agréable, c'est toujours plus facile. Mais moi, ce que je dis, c'est que oui, ça peut être néfaste, puis ça peut être plus néfaste qu'on pense pour accueillir des gens. Puis que ce soit à court terme pour le tourisme ou à moyen terme, mais c'est beaucoup plus dommageable à moyen et long terme pour des résidents qui seraient intéressés. Parce que j'ai pas besoin de vous dire que les employés, là, toutes les entreprises en ont besoin, là. On a souvent, en tant qu'entrepreneur, souvent, on s'échange des blagues, puis on dit on a de la misère à en trouver des pas bons. Alors, mais imaginez-vous les bons. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut être accueillant, il faut être agréable, puis il faut se tenir. Alors, moi, je pense que ce soit autant touristiquement parlant que pour les entreprises du coin. Entreprises, municipalités, on a besoin, dans notre région, d'être accueillant et chaleureux, puis surtout de se serrer les coudes. Fait que ça, moi, c'est ce que j'en résulte de tous ces projets-là puis de cette histoire-là. C'est hallucinant. Mais ce que je retiens, c'est, comme président d'ATR, de dire comment on est choyé chez nous, d'avoir d'aussi beaux attraits touristiques. L'île aux grues, Écoute... Tu parles beaucoup de Grosse-Île, parce que c'est normal, tu fais la croisière pour Grosse-Île, mais l'île aux grues, c'est magnifique. Et il y a tellement de beaux coins, là, que ce soit au sud du comté, partout, chaque municipalité, chaque place a son côté merveilleux de son chez eux. On a beau avoir des chapeaux là, de président d'ATR, de président de toutes sortes de choses, ou de CA, ou être sur des conseils d'administration. Moi, là, le plus beau de ma job, là, puis le plus beau là, que je peux faire pour ma région, là, c'est d'être sur mon bateau avec les passagers, de les emmener dans nos îles, puis de quand on revient, là, de leur avoir fait vivre un souvenir unique et mémorable, là, puis qui sont contents parce que le capitaine, il le trouve quand ça va bien ou que ça va mal. Mais moi, là, c'est ma grande satisfaction. Puis c'est comme ça que je peux aider ma région, ma ville à rayonner. C'est d'être le meilleur dans ce que je fais et d'être le plus accueillant possible. Et puis ça, c'est le plus beau de ma récompense que j'ai quand je suis au travail. Puis
c'est ce que je suis fier. Mais c'est ce qu'on a besoin de tout le monde d'être. C'est ça l'affaire. Merci, Jean-François. Merci, Michel. Jean-François Lachance, qui est président de l'Association touristique régionale et aussi de UMA 17. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On a navigué. Okay. Merci et bonne saison. Comme ça, merci. Ça s'en vient? Ça s'en vient. Ça commence quoi? Nous, on met début mai avec les petits pingouins. Alors, c'est notre happening de saison. Puis après ça, c'est parti. On a plein de nouveautés encore sur l'île aux Grues cette année. Grosse-Île, plein de nouveautés du côté de Parc Canada également. Fait que j'invite tous les Manimontois et tous les gens de la région d'amener de la visite. Alors, on a des belles choses à leur faire découvrir. Merci, Jean-François. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.